Salut les amis, ravi de vous retrouver pour cette émission tout à fait spéciale. On vous l'avait promis, la Formule 1 a fait une petite pause. Et pendant cette pause, on a profité justement de faire ce petit enregistrement avec monsieur Hamza Ramani, avec monsieur Brice Germain. Comment ça va les gars ? Très bien. Ça va. Cette petite trêve là justement entre en attendant Las Vegas, comment ça s'est passé, comment vous la vivez? Repos. Ça fait du bien. Ouais. Ça fait beaucoup de bien. Bah, en vrai, c'est plus pour vous parce que moi, s'il n'y a pas de F1, j'ai mes week-ends. Ouais. S'il n'y a pas de F1, vous, mais qu'il y a de la Ligue 1, mais pas de week-end. Après, il n'y avait pas de Ligue 1, mais il y avait l'équipe de France. Cette fabuleuse équipe de France de Didoun, Didier Deschamps, qu'on aime. Que tu aimes particulièrement. Je peux comprendre qu'on en ait marre de ma tranche, bon. Continue de gagner, voilà. On fait des belles choses. Il le fait bien. Même lui, il le fait bien. Les gars, on est réunis aujourd'hui parce qu'il y a un livre qui est sorti, un livre qui s'appelle Sans filtre, un livre qui a été écrit par monsieur Gunther Steiner. C'est le deuxième bouquin sorti par Gunther Steiner. C'est sorti il y a quelques semaines aux éditions Talent Sport. Et justement, eh bien, on a eu l'occasion de rencontrer Gunther. Alors, le rencontrer pas physiquement, ça pourrait se faire dans les mois qui viennent pour la suite de l'interview que vous allez suivre dans quelques instants. Mais on a eu l'occasion d'avoir 30 minutes avec Gunther Steiner en visioconférence. On va voir bien sûr cette interview et on reviendra sur cette interview avant, mais toujours important avant une interview de raconter le contexte de cette rencontre. Brice était notamment présent. Oui, alors le contexte, quel était le contexte déjà? Parce que ça fait 3 semaines. On était chacun dans une chambre déjà. Non mais déjà, il y a un truc que je veux dire, c'est très con, mais quand on prépare une interview, on sait, dans notre métier c'est comme ça, que il y a, surtout au niveau du sport, qu'il y a une chance sur 2, voire 2 chances sur 3, que dans tous les cas, tu l'as préparé pour rien. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a un contretemps, il y a une annulation, et que, bon, bah voilà, tu prépares, mais tu sais que potentiellement, tu vas faire autre chose de ta demi-heure. Et comme quoi, c'est bizarre, hein, c'est qu'on s'attend à être déçu presque parfois. Et là, donc, on arrive. On connaît trop bien le métier. On arrive sur le call, et du coup, on arrive sur le call, il devait être quoi, 25 pour 30, un truc comme ça. Purée, 29, à 30 secondes de l'arrivée. Gunther qui se présente avec un fond Finlande-Suède. On n'a pas trop compris où il était et au final il était en Caroline du Nord. Ouais, exactement. C'est vraiment, du coup il y avait rien de, mais c'est pas, il y avait vraiment un air genre je suis au sauna, tu vois. Et au final moi j'avais peur un peu d'avoir affaire à quelqu'un d'assez fermé qui est en promo. C'est vrai. Et on a pu cette fois-ci discuter d'à peu près tout ce qu'on voulait. Et il y a un truc par exemple très rare, c'est que lui-même nous a prévenu qu'on arrivait vers la fin de l'interview. Et vous vous rendez pas compte, mais ça, c'est un geste d'élégance, on peut le dire. C'est un geste d'élégance parce que souvent nous on veut dépasser parce qu'on a tellement de choses. C'est le but. On a tellement de choses à dire et quand les gens ne veulent pas dépasser, généralement ils arrivent au bout de 30 minutes et à la fin des 30 minutes ils disent bon bah c'est fini. Et t'as pas du tout évoqué les thèmes que tu voulais. Et Gunther Steiner, je parle pas de l'attaché de presse ou quoi, je parle de Gunther Steiner, au bout de 22 ou 23 minutes, élégamment nous a dit on est là, il reste 7 minutes, 8 minutes, c'est ça qui nous a fait comprendre qu'on ne pourrait pas dépasser parce qu'il y avait d'autres trucs derrière. Mais du coup, nous, on a pu recentrer nos choses. Et c'est important de se dire ça parce que vous avez le perso Netflix, vous avez l'homme d'écurie, etc. Mais humainement, sincèrement, moi je me suis régalé pendant 30 minutes. Je sais pas toi. Ouais, on était très surpris. Mais... Moi je pensais avoir un peu la caricature du Gunther Steiner qu'on connaît. Et pour le coup, on a eu quelqu'un d'assez véritable. On va vous laisser bien sûr regarder cette interview. Juste avant, vous parler quand même parce que si on a réussi à avoir Gunther Steiner, on l'a dit, c'est en rapport avec ce livre, Gunther Steiner Sans filtre. Le premier bouquin était sur, on va dire, la fin de l'aventure As et surtout sur l'effet Netflix, etc. Il sera pas du tout question de Netflix d'ailleurs dans l'interview, je tiens tout de suite à vous le préciser. Et ce deuxième bouquin, c'est vraiment l'aventure de Gunther Steiner en Formule 1. On en parlera juste après. On en a parlé pendant l'interview, mais c'est vrai que beaucoup de gens ne le savent peut-être pas. Il a commencé son aventure en Formule 1, notamment du côté de chez Jaguar. Et puis comment il a monté avec Gene Haas ce projet d'une écurie américaine, quelque chose qui était pas gagné il y a encore quelques années avant justement la sortie de Netflix. Donc ce tome 2 est vraiment très intéressant pour les puristes, notamment de Formule 1. Gunther Steiner avec les pistonnés. On vous laisse vivre justement tout de suite cette interview et puis on revient sur les moments forts juste après. Gunther, hello, nice to meet you. We are really, really happy to have you in our Formula One show in France, Les Pistonnés. This is the name. Very happy to be able to interact with an unfiltered Formula One actor, in fact. Thanks for having me. And when you showed up, first I thought you were Romain Grosjean. I didn't know that you had a podcast.
a Romain Grosjean with a short nose, you know. So Romain will be happy with it. I was like, wow, what is Romain doing here? But anyway, it isn't you, it's somebody else. It isn't Romain, it's you, somebody else. But we will speak about Roman. Promise, we will speak about Roman. Gunther, for the first point, let's talk about this book. This is your second book, Gunther Sans Filtre, the French nickname of your book. You left Formula One during the last winter. Did you writing do you any good? And after 20 years of Formula One, was there a need to say certain thing and to reserve a certain thing about your Formula One career? There was no need, but I think I was writing a second book anyway with somebody, and then what happened, and we said I think it's better to write a book about the last 10 years, basically the Haas years, because it's all fresh in my mind. You can explain it in a much better way. And as always, I like to make books which are entertaining, not only factual. There need to be factual stuff in, but it needs to be entertaining. Otherwise, it's like, yeah, I'm interested, but not so much. But if it's entertaining, I think it's good. So I changed the plan about in February, and we had to do it very quick because obviously to publish it in October, the book market, they don't wait for you. So we had to do it very quick, but it was a good process. And, it again, when it was launched in the UK on the 10th of October, 2 weeks ago, roughly, it made it into the top 10 on the Sunday Times list, which is pretty cool in England, Yeah. At the end of this book, you thanks Chase Carey, Stefano Domenicali, Bernie Ecclestone. Why you choose this character to make your thanks things? No, because this is people which you thank people which helped you in your life. That's my opinion. It's not to make the book, it's in your life, and there's a lot of people, and these two people, without them, I think without them, Formula One wouldn't be what it is now, with all three of them, so I think it is worthwhile to thank them, and I honestly mean it, because, I wouldn't be where I am without these people. This book, Gunther, talks to us more about us F1 team, and it's real that in France, we have an overview quite blurry about us, because we just saw up and down during the years, having some great performances, great results, and some years, some moments with downs, and especially with having Romain in your team, we were focusing a lot on it. What would you say to the French audience that book is saying to understand more the project of Haas? Correct. And a lot of people which know me very well, they said, we didn't know the beginning of it and we didn't know the end. People know the middle of it, as you just explained well. It's like the ups and downs, all the drama which goes with it. That is well known, and it's just like a summary of it, what is in the book. But the beginning, very few people know. And for me, because I did it, it is very strange, because you think, I know, so everybody knows, I'm not thinking and when I tell the story, people said, wow, it's quite an interesting story how you started the team, because still a lot of people think that Mr. Haas started the team and called me up to run it. It is not well known that I actually started having an idea and going around to finding an investor. So I think it's pretty cool, and obviously the end is a lot shorter than the beginning. Because it ended quite abruptly, but a lot of people don't know even that one, But the beginning, I think 90% of the people or even more than 90%, which are reading the book, they don't know about it. The main subject of this book is your adventure with us from the beginning and until the last Christmas. But let's talk about you, Gunther, because you are really well known. After the Drive to Survive series, but we don't know anything about you in real. This is my opinion. Where are you from? This is the first question, because we see that you have the best character in South Tyrol, in America, Italian. We don't know who you are, in fact. I don't know who I am. As you said, I come from South Tyrol, which is a region in northern Italy. So I've got Italian passport. I've got also American passport, because I live in the United States now 18 years. But in between, I lived 10 years in England.
But I'm an Italian, which at home speaks German, you know. So I mean, you can imagine how I cannot speak any language properly anymore, you know. So it's all mixed up. So, but no, I grew up in South Tyrol, and the first time I moved away from there was when I was 21 years old. I moved to Belgium for 2 years, of all places, you know. So and then I moved back to Italy. I stayed in Italy for about 10 years, and then I moved 10 years to England, to the UK, and I lived there. And then in 2006, I came back. I moved to the United States to open up the NASCAR team. You know, NASCAR, the American big cars, to open up the NASCAR team for Red Bull. And after that, I stayed here. I opened my own company. After I stopped, I finished with Red Bull, which I still have got the company. And then I started the F1 team. But also in summertime, the whole family, my family, which is my wife and my daughter, she's 15, we go back to Italy, where we come from, for approximately 2 months, between 5 and 8 weeks, you know, every year, because I've got a place there. So, you know, I'm a little bit all over the place. And as you know, it was difficult to track me down because I'm very busy and everywhere. So, but this week I'm at home, but Friday night I go to England for 2 weeks. I have some work to do there. So, you know, I'm a little bit all over the place, but I think that makes me who I am, because I lived in so many places. You know, it's the same, like I do work for Canal Plus. I don't know if you do that one. And for me, it's like, guys, I don't speak French, unfortunately. It's okay. We translate you, you know. So it's very weird. I should work on my French, but it's just I haven't got the time. I'm really impressed, in fact, about your career, because at the beginning, Gunther Steiner is also a son of a butcher who didn't finish his studies, his engineering studies, and you go by yourself, in fact, into Formula One. Yeah, it is very strange how I got to motorsport, because where I come from, there is no motorsport at all. There is skiing, ice hockey, whatever you want. It's in the mountains. But I always loved racing cars, and I always begged my father. There was one race which was about 50, 60 kilometers from my house, to take me there once a year. And I never thought I would ever work in motorsport, because there was nothing, you know, I could speak with anybody. And excuse me, I started an apprenticeship as a mechanic, and then I had to do my national service, you know, the army. At the time, you still had to do it in Italy. And after the army, there was an advert in a magazine where they were looking for mechanics in Belgium for a rally team. At the time, World Rally was a lot bigger than it is now, you know. So I just applied for a job and got the job. I moved to Belgium for 2 years, and there where it started, it was very, I would say, and people ask me, how many letters did you write to get into Formula One? I said, none. I mean, it was all just developed, you know. It was very strange. I moved then back to Italy, worked for Italian. I worked with Didier Auriol, a French rally driver. You know, I worked with him at the time when he was at Lancia. I know Didier very well. I haven't spoken with him now for a long time, but and I just worked along. And then I moved to England to work for ProDrive, which at the time were running the Subarus, but to open up their customer team. And then after that one, I moved to M Sport, which was doing the Ford World Rally program with Malcolm Wilson. Colin McRae was the driver as an engineering director. And then I got a call from Niki Lauda, which asked me, I didn't know Niki Lauda. I knew of him because he was my childhood hero, but I never spoke with the guy. And he asked me to meet with him, and he offered me a job. It is very strange, and it always went like this, you know. It always came. I always got opportunity. I think I was very lucky as well. But in the end, when there was an opportunity, even there was always the opportunity always carries risk. It's normal, you know. I took the risk, and there I ended up, you know. But I always like to do new things, starting up things, you know, having a vision of something. That's what I like to do, and that's how I ended up in Formula One. The path you're explaining is like magical for us, because it seems impossible to happen nowadays. So it's like strange. But you were speaking about Niki Lauda, like, of course, like great legend of Formula One, great legend of Austria, and maybe in South Tyrol also, because like it's close to, like, even with language. So my question after that would be, like, what was your relationship with Niki Lauda until the end? It had been a mentor, it had been like a boss, it had been like a friend, or a hero for you? Like,
maybe all of that. Yeah, exactly. Combination. But I go back. You're right. In these days, how I got into it would be very difficult, almost impossible. Nothing is impossible, but it was different days. We always have to tell people as well. We are talking in the 1980s. A long time ago. You guys were not even born at that time. So it was a long time ago. So, but coming to your second question, Nicky was all of that. I just tell you the story when I met him the first time. So his secretary called me up and said, Mr. Lauda would like to speak with you. He got the name from somebody at Ford, and Nicky was the boss of Jaguar, which was owned by Ford, and he would like to speak with you. So I said, sure, I speak with Nicky Lauda. He was my childhood hero, So I called him up, and he says, yes, Mr. Steiner, can you come to Vienna? I would like to speak with you. Yeah, I'm actually... Incidentally, I had to be in Vienna 2 weeks after because we were doing a rally program with Red Bull in Austria, and I know Mr. Mateschitz. So I go there and we go for dinner. Everybody told me it will be a quick dinner, 20 minutes, and then you will go. We were sitting there 2 hours eating a schnitzel. We had to eat a schnitzel, in Vienna with Nicky. We talked for 2 hours, but nothing, we just talked. And when I left, I phoned my wife up and said, how was it? I said, it was very nice, but, and what? I don't know, no idea. So next morning, 8 o'clock, the telephone rings. Nicky Lauda. I said, good morning, Mr. Lauda, because we were Mr., Good morning, Mr. Steiner. Thank you for last night. You will be working for me. And I was like, okay. I said, Mr. Lauda, what I'm going to do for you? I don't know yet, but I will tell you later. And he hung up. And then we spoke every week, every 2 weeks, because I was not allowed to leave the Ford World Rally program for 8 months. And we became very good friends. And I spoke the last time with him before he passed away, a day before his birthday, because I knew on his birthday he will not answer the phone because he was not good anymore. And I spoke with him, and his son was there with me, and he remembers that, I had a good conversation. And I think about 2 months later, he passed. I didn't speak in between there because he was not well anymore. I could hear that he was not doing well, but in the time in between, he was also a mentor, with the Haas project. He helped me a lot. If I had to phone up somebody important, when Mr. Lauda calls, everybody answers the phone. At the time when Gunther Steiner called, it's like, when the fuck is this guy, So we had a very good relationship, and he always helped me. And when we went to the racetrack the first time to testing with Haas in 2016 in Barcelona, the first morning he came into our garage and he said, I just need to check out if you did a good job. He was like one of these guys. And when he was my boss, when we worked together at Jaguar, he sometimes stayed at my house because I lived very close to the factory, or 20 minutes, and he lived in London. And if he didn't want to go to London, he just came to sleep in my house. But he didn't ask. He just said, I'm going with you now. So I called my wife up, said, we've got our adoptive father again, And he had his room in my house and we stayed there. So it was a very good relationship, people like him in F1 are missed in the moment, in my opinion. These characters, because it was him, and he was recognizable. He had only 1 ear and the red cap, So everybody knew who he was and what he did. He won 3 world championships, and survived a very bad accident. The biggest one, you can survive in F1, the Nürburgring. You answered to my next question with the last answer, but my next question would have been like, we knew how much Nicky Lauda was holding Mercedes drivers to have like something in the rules, something well managed, because Toto Wolff could not speak this language with Rosberg and Hamilton, because Nicky Lauda was there for this. And we can understand that Marco is doing that kind of job with Verstappen and Perez. But do you think that some teams in the past, like maybe Ferrari, maybe now Mercedes, is lacking from that kind of figure to manage the driver to give their optimum with a fight between 2 number 1 drivers? And this is, I get a lot of questions. This is the first time somebody asked me that question, So, no, and you're right. Toto now learned a lot from Nicky. He spent a lot of time, and Toto is very smart. He learned a lot. But again, Toto doesn't carry the aura of having won 3 world championships, which is you're in a different league. If you are 3 times, if a 3 times world champion speaks with you, it's a different thing than an intelligent, very well
a very knowledgeable guy speaks with you. And I think it's a very good thing. And I think, as you said, Nicky, to manage that one, he didn't need a lot of words because he got the immediate respect. There was not a long time. You didn't question him. Even if you didn't like his answer, you didn't go to argue it. You took it away and you thought about, and maybe you didn't do how he said, but you did 80% what he said. And that it was the right thing to do, And he was not a guy which kept on telling you what to do. It's very weird. And I think that is a talent he had, and nobody knows about it, or not very many people knows about it. And obviously, but I see something similar with Oscar Piastri. Why is the guy so good? Because I think a lot of credit goes to Mark Webber. I know that Mark Webber was never a world champion, but he won F1 races, It's Australian, so the respect comes. But I think Oscar is developed so quick to be a very good driver because they had a mentor like him around, which put him on the right way. And you're not debating every time somebody tells you something, So I think it's very good what you said, And Mercedes, when they started up properly as Mercedes like they are now, Nicky was a great help. Gunther, this book is prefaced by Toto Wolff. Why Toto, and what's your relationship with Toto Wolff? As you can see, I've got a very good relationship with Toto Wolff. But Toto is, as I said, when he wrote the foreword, he sent it to me. He said, "Oh, I'm a little bit brutal." I said, "Toto, I'm okay. As long as done in good spirit, I'm okay. It's good. That's what it should be. We shouldn't be afraid to say some." I wouldn't say stupid stuff, some humorous stuff, because we argue like this. You can say it, you can tell it to the people, because I don't get offended, So I respect Toto a lot, what he did and what he's doing with Mercedes. I mean, how he put himself to own a third of a team, it's pretty respectable. And I always had a very respectful relationship. He respects because he knew what I was fighting, I was always fighting at the other end. And he respected that, and he always was aware how difficult it is. So we've got a very good relationship on a human basis as well, not only in the sport. And I picked him because in the end, for me, in the moment, he is there's never the best team principal, but he's, for me, the most complete one. Mm-hmm. Let's talk about another meeting, very important meeting in your life, and that you explain in this book. Gunther, explain to us your first meeting with Gene Haas in a grill restaurant to speak about Haas. Yeah, it was. I prepared a business plan to do an F1 team from the United States, and I got in contact with him through the guy which runs his NASCAR team. I didn't know Gene Haas, and they said Gene Haas, because Gene Haas lives in California while I'm on the other coast, but he was here for his NASCAR team. Said, "Do you want to come for dinner?" I always go for dinner to do business, to get my next job, So we went for dinner, and I explained and I talked, and because I knew exactly what I was talking about, So I just talked, and then again after the dinner was again about 2 hours, So on my way home, I phoned my wife. I said, "How did it go?" I said, "I have no idea, because Gene Haas asked 2 questions in 2 hours. He didn't speak. I mean, just like, I don't know." And then he called me back after 2-3 weeks, and we started to talk. And it was very, he was always wanted to know what's going on. How is this? How is that? And after about 6 to 8 months, I was like, I said to him, "Gene, if you don't want to do this, just tell me. You don't need to entertain me," because I was like, I'm wasting my time here. This guy will never put the money into it, And you speak with the guy an hour, and, I was running my own company, and it's nice to speak for a while, but after a while it's getting like, hey, we need to, if you're just trying to be nice with me, there's no need for it. You can tell me if you don't want to. I said, "Gene, if you don't want to do this, I'm happy, I'm okay. Just let me know, and we can still speak about it. But no, I want to do it." But and then I think I understood there, because I put him on the spot there, that he actually was interested, because for him it was like, nobody told me that before. He's not used to it. I just said to him, "Hey, if you don't want to do it, just tell me. I'm all right. I don't care really. I find somebody else." And that, I think, gave him a little bit of a wake up call, and he then pushed harder to do the deal. And at this time,
at this time, an American project in Formula One was really, really hard to imagine, in fact. Yeah, absolutely, because yes, F1 basically a year or two before went bankrupt before even going to the racetrack. And obviously, when I then went to the FIA and FOM, or to Bernie Ecclestone and Jean Todt, they were like, yeah, this is another American. But I think because I was involved and I had credit, and they knew that I did it before, that I'm capable to do, that gave us the credibility. If there would have been just some American motorsport guy coming, I don't think they would have ever gotten a license, you know. So I think that gave it a trust. Yeah, I needed to explain where the money is coming from, but they believed in me that I actually can do it. I have a question about fairly this entrance in Formula One, because actually you and Gene were the last people to enter in Formula One without buying a team. Like you're the last one, because Liberty Media came after that and said, no, you have to buy a team, but you cannot enter in Formula One if you want to go. Like we saw that with Andretti. And I remember an interview you did, I think maybe it was 1 year ago, saying that you did so much like dinners or talks with like the world of Formula One, you know, this club, to like get their trust and to have kind of an approvement to go in. Do you think this is something Andretti missed to go in Formula One? We have to say the times are different as well. But yes, I always think if you want to enter, I call it a club. I mean, F1 is not a club, it's a business, but it's you need to explain people what you're bringing to the party. You need to get along with people. You cannot come in and say, I want to be here. I'm entitled to be here. Because, and you hear me a lot of times saying, some people say, oh, this driver or this guy deserves to be in Formula One. Nobody deserves it. I mean, you have to bring something to the party to be there, you know. And for me, it's normal networking and doing business. If you want to get in somewhere, you need to bring the people along with you, or they need to take you along with them. But you need to explain them what you're going to do. You know, if you just say, "Oh, I'm coming along," they say, "Okay, why?" But you need to put the work in. The people don't put the work in to ask you, "Oh, why would you come?" And no, you need to make yourself a friend, basically, not a friend, just a correct person. And I think it's part of society that we need to do like this. It's nothing strange to me, you know. If you want to enter anywhere, you know, I mean, if you go into a new school as a child and you're just a bully, nobody likes you. You know, you're not happy there. And if you just enter because you can, you will not be happy. And what is it? Why would you enter it anyway if you don't want to get along with people? Let's talk about the Haas plan, because this is your inspiration. The idea was to control, in fact, the costs and not build the car yourself, by yourself, but to buy the parts, in fact, and assemble it. Do you think that it was the best way to come in Formula One? At the time, yes. At the time, yes, when we entered. I think it was the only way at the time. Because it's so difficult and we didn't have the biggest budget, you know, we had the smallest budget. I think just to do more like the other people did, it wouldn't have worked. Haas wouldn't be there anymore because it is just too difficult. And that was, I think, that is how we made it work. In the book, you speak a lot about Romain Grosjean. You said, I had a crush on this guy. And what's more, Renault didn't want to stay, for him to stay in Renault. It was your first choice, Romain Grosjean. And the second question is, in France, we has a long carried this image of a boy who had the speed of a world champion, but too fragile a mind. And who is really Romain Grosjean for you as a driver? For me, Romain is one, on a good day, you know what I mean with a good day? He's one of the best drivers out there. But the good days, they are not there all the time. You know, the consistency is missing. And you call it fragile mind. I don't know. I think sometimes he puts himself under too much pressure. He cannot live it. If the car cannot do it, he thinks, I can make it happen. And sometimes you have to say, this car, this is what I can do with the tool I've got. I cannot do more. And I think there where he always struggles and he falls always back. You try to explain it to him, but he doesn't
sometimes he just doesn't listen. On a good day, he's the best driver out there. On a bad day, he's like a small child which doesn't want to listen to anybody, you know. And I still have got a good relationship with him. Hopefully after also this interview with you guys, you know, so we stay friends. But no, and as a person, I quite respect him, you know. He left Formula One. He built up a career in the United States, which is not easy. He keeps on going, you know. He looks after his family very well. You know, he's as a person, I think he's a very good person. And also as a driver, it's just like, if he would have all the time the speed he has on a good day, he would have been a world champion. Gunther, I have like small questions with small answers. Like, can answer with one word. Just it's postulates, and you can answer with yes, no, etc. Like, Ocon, Berman for 2025. Is this the best lineup of us? No. If you were Christian Horner, Perez would be in there. No. Hamilton driving the McLaren of this year would have been champion. Yes. Who is the new world champion for you on the driver that have never been? I think Lando. Okay. Which lineup would like to have in your career as a manager? Now, in the moment. In the moment. Max and Lando. Which young driver would you jump in? Colapinto. Ferrari will be champion of the world of constructors in 2025. No. Your best moment in Formula One? When we the first time we went out on the track with the Haas car in 2016. Your worst? The period of the pandemic in 2020. That period, there was not one day, it was over. You know, when we didn't know if we continue what is happening in Formula One with the world of Formula One. And otherwise, if it is just one moment, it is the Romain crash, obviously, you know. Okay, thank you. You passed the test successfully. Thank you. I got a diploma now. Yeah, a diploma from the Pistone. Okay. Yeah, exactly. Exactly. I get a diploma from the Pistone. Thank you so much, Gunther. Grazie mille. Yes, grazie mille, Gunther. Thank you, guys. Merci, thank you. It was fun. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Merci beaucoup à Gunther Steiner de nous avoir accordé du temps. Merci beaucoup à Philippe Crochat de chez Talent Sport, éditeur notamment de ce livre. C'est grâce aussi à Philippe qu'on peut vous proposer aujourd'hui cette émission. Les gars, on va revenir un peu sur les points forts, enfin les grands axes qui ont été sortis de cette interview. La première chose déjà sur laquelle j'ai envie de vous relancer avant de voir les points forts, il y a pour nous une sorte de frustration quand même à cette interview parce que le garçon est très très bon client et parce qu'on avait encore une tonne de questions à lui poser. Il fait partie de ces personnages qui n'ont pas de filtre et tu sors de l'ITV, c'est frustrant de te dire j'aurais aimé amener ce thème-là un peu plus loin parce qu'il avait forcément des choses à dire. Donc, vivement la deuxième partie du coup. Exactement. Tu l'annonces un jour. Non mais c'est vrai, février ou mars, normalement il est censé passer à Paris et il serait question qu'il passerait nous voir. Mais je savais pas tu ça. savais moi. pas ça? Mais non. Voilà, écoute, tu le sais. Je suis enjaillé. Regardez ma tête. Hop, un gosse, 4 ans. C'est super possible. content. Attends, on croise les doigts. Il peut y avoir, vous savez, dans ce milieu, on nous a fait beaucoup de promesses et certains sont pas venus. Oui, mais rappelle-toi qui tu es. Ça fait 2 allusions quand même. Oui, mais rappelle-toi qui tu es. Romain Crochat with a short nose. Avec un short nose. Ouais. Short nose. Because now people can see it. Mais like non, it's an interview. It's in it. C'est vrai que la vanne était plutôt pas mal. Mais c'est vrai que t'as raison. On peut les dire, les gars, les sujets qu'on aurait voulu aborder avec Gunther Steiner et qu'on a le renouveau de Haas. Comment l'explique-t-il? Exactement. En fait, la part d'héritage même de Gunther là-dedans. Qui était en difficulté, qui survivait même en Formule 1, puisque sur certaines années, c'était une écurie qui faisait acte de figuration en Formule 1. Comment, dès son départ, tu te retrouves avec une équipe aujourd'hui qui devient performante et qui joue le milieu de tableau? Y a-t-il une influence? Est-ce que le travail aujourd'hui de Gunther Steiner, notamment, mais évidemment pas seulement, mais est-ce que sa politique, ce qu'il a voulu mettre en place, porte ses fruits en 2024 au moment où il n'est plus là? Ou est-ce que son départ permet à Haas aujourd'hui de performer? Et
puis la part de l'héritage de Gunther Steiner. Oui, en fait, j'aurais aimé qu'il casse le coup à l'effet coach de foot. Mais parce qu'en fait, en final, on a prévu des questions et que c'est pendant l'interview que tu te rends compte que tu aurais pu en poser beaucoup plus. C'est terrible comme sensation, mais en même temps. Et puis t'as la limite de temps. En même temps, il vaut mieux ça qu'arriver à 20 minutes et se dire bon, on a fini. et au final, t'as rien posé. Mais oui, il y a ça, il y a ce côté réhabilitation de tous ces teams principaux qui en fait sont jugés au résultat, alors qu'en fait, ils devraient être jugés sur les résultats N plus 1,5 ou 2 parfois. Après, il y a peut-être aussi un effet où le comportement de Gunther Steiner lui-même, qui en fait est assez expansif, drôle, etc. Peut-être qu'au final c'était mal perçu chez Haas et que du coup il y avait peut-être un problème de communication. Mais à la rigueur, ça, je pense pas que lui-même aurait eu la réponse sur ce genre de questions. Mais là où j'ai été frustré, comme tu dis, c'est par exemple, il y a 2 ou 3 questions qu'on pose qui sont, en tout cas, je pense aux miennes parce que je me souviens de celle-ci, où je suis en train de demander une espèce de confirmation d'une théorie que j'élabore quand je suis avec vous. C'est-à-dire, quand on parle de Niki Lauda, et que je lui dis, est-ce que, justement, le départ d'une figure comme ça, en fait, on sait que c'est non exécutif comme personne, mais du coup, quel genre de rôle ça a ? Et quand il nous dit, bah ouais, t'as raison, en fait, il manquait ça chez Ferrari, par exemple, les Mercedes avaient ça, et Mercedes pouvait justement avoir un line-up de très hauts pilotes sans pour autant avoir des problèmes majeurs en interne, parce que justement, il y avait un gars dont l'autorité faisait foi à 100% pour tout le monde. Et je me dis, purée, mais en fait, si je savais que t'allais me répondre des trucs comme ça, j'aurais préparé 1 million de questions, mais rien que pour notre connaissance F1 à nous. Pas forcément me servir, entre guillemets, de lui, ce qu'il a appris et ce qu'il sait de ça. Même chose avec Andretti, sur le club pour rentrer en F1. Tout à fait. Et le réalisme il arrive et il dit, tu sais, c'est un business. Si t'arrives sans rien, pourquoi on t'ouvrirait la porte ? Et en fait, nous, on voit pas comme ça, on le voit comme un truc sportif. Si t'es méritant, tu y arrives. Et lui, il voit pas comme ça. Et en fait, ça lui paraît tellement normal. Le choc est tellement grand vis-à-vis de nous que ça nous nourrit tous de quelque chose. Et à ce moment-là, tu te dis, mais ok, Gunther, j'ai 5 ans d'émission, on se revoit en février, j'ai 5 ans d'émission à regarder toutes les théories qu'on a élaborées et qu'on se dit, on n'est pas dans le paddock, donc on peut pas savoir. Ok, venez les gars, on se refait tout et on se dit, non mais attends, il nous faut la confirmation parce qu'il est ouvert à nous expliquer ça. Comme il sent qu'on est intéressé, il est ouvert à nous donner ça. Et c'est plus ça, pour moi, la frustration. C'est pas tant le côté carrière et tout, parce qu'au final, on aurait eu les mêmes réponses que beaucoup de gens. Tout à fait. Et au final, il suffit nous-mêmes de faire notre job correctement pour avoir beaucoup de choses sur sa carrière. Nous, ce qu'on veut plutôt, c'est du ressenti intérieur. Et là, du coup, je me dis qu'on a eu 3 réponses inside et que si on avait cadré, alors évidemment il faut qu'on parle du livre et c'est normal, et le bouquin est d'ailleurs c'est un très bon bouquin. Ouais, j'avais pas lu le premier parce que j'avais un regard un petit peu détaché. Ouais, je me disais bon, il va me vendre la sauce, voilà, la sauce de Netflix, etc. J'avais peur que ce soit commercial. Celui-là l'est pas. Celui-là et il est, alors le titre s'appelle Sans filtre. Si je sais que tu as utilisé d'ailleurs cette expression tout à l'heure pour commencer ton propos, il est vraiment sans filtre. Il écrit comme il parle, Gunther Steiner. Il y a vraiment, c'est vraiment sans filtre, c'est intéressant. Il y a notamment, c'est illisible. Il y a notamment un passage moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est où il explique la fin en fait de Haas. Il explique la fin de Haas, en tout cas la fin de son aventure chez Haas, parce qu'on n'a jamais eu trop d'explications sur le pourquoi du comment justement de la fin de l'aventure. Et il explique qu'il est donc dans un supermarché de Merano le jour de Noël. Il fait des courses avec sa femme. Merano, célèbre lieu, les gars, connu pour les cures d'amincissement d'un certain Pierre Ménès notamment, pour ne pas le citer. C'est important de le préciser. De haut niveau. Oui, mais certains journalistes qu'on aime beaucoup, ils vont aussi. Et je profite. T'as vraiment dit qu'on aime beaucoup là ? Ouais. C'était bien évidemment ironique. Ah ouais, j'espère. Et donc du coup, il est dans le supermarché de Merano et Gene Haas l'appelle et Gene Haas lui dit, écoute Gunther, où est-ce qu'on en est pour l'année prochaine ? Comment tu vois les choses ? Et Gunther lui répond sans filtre, écoute, moi j'ai des investisseurs qui sont prêts à mettre 200 millions dans l'écurie. Moi, je pense que si on veut grandir, si on veut passer un cap, il faut faire entrer de nouveaux investisseurs. Et la réponse donc de Gene Haas, c'est de lui dire, c'est ça. Et la réponse de Gene Haas, c'est de lui dire, non, mais en fait, il faut faire avec les moyens qu'on a. Donc, si toi tu pars du principe qu'il faut ouvrir à d'autres investisseurs, dans ces cas-là, nos chemins se séparent. Et depuis, on peut le dire, il y a même une guerre un peu juridique entre Gunther Steiner et Mais Haas. Ce qui est fou, c'est que, moi, je savais pas ça de ce gars avant. Pour être franc, j'ai toujours un peu cru qu'il avait été opportuniste. Avant, et en même temps, il faut l'être. Dans tous les cas, quand la chance elle se passe, surtout en F1, tu la prends. Et en fait, tu te rends compte à quel point il a construit le truc et d'à quel point il a été capable de changer de fusil d'épaule et de switcher des trajectoires de carrière d'un coup, d'un seul,
On lui dit ça va s'arrêter, il va falloir faire ça. Le mec a jamais eu peur du changement, par exemple. Ah non, quand tu vois placard aussi. Hein. Oui, quand tu vois comment Niki Loda vient le chercher et qui dit justement, mais c'est ça va être quoi mon job? Niki Loda lui, je sais pas, mais tu vas bosser avec moi, et qui dit ok. Tu vois, ce que je veux dire, c'est faut. Et au final, c'est ce qu'il dit un peu quand il dit écoute, je vis nulle part. C'est-à-dire que là, je suis en Caroline du Nord, mais demain, je suis à Londres, mais en fait, après-demain, je suis dans le Tyrol. C'est qu'en fait, jour le jour, et quelque part, mais enfin, j'ai développé une sorte de respect que j'avais pour le team principal, mais que j'avais pas forcément pour l'homme, je le connaissais pas, tu vois. En mode, putain, le gars est ballsy, quoi. Ouais, clairement. Vraiment, ok, vous voulez dire ça, j'en ai rien à foutre, je vais tenter ça. Et au final, je pense que de lui ou moi, il y en a un qui a mieux réussi sa vie que l'autre pour le moment, tu vois. Elle est pas finie, hein. Ça va faire du bal. Mais purée, ouais, j'ai appris des trucs quand même, hein. Eh ben, revenons sur les points essentiels, les gars, justement, de cette interview. Je vous ai préparé ce petit tableau, ce qui me paraissait être, en tout cas, les points essentiels du livre et de l'interview. Il y a le côté, moi, qui m'a assez impressionné, c'est le côté autodidacte doublé d'un entrepreneur. Autodidacte parce que on l'a beaucoup insisté là-dessus, mais fils de boucher qui voulait faire des études d'ingénieur, qui les arrête en cours de route et devient mécano en rallye. Et c'est par l'entrepreneuriat, en montant sa boîte, justement, Caroline du Nord, qu'il va rentrer dans ce projet d'écurie F1 américaine. Niki Loda et l'aventure Jaguar, ça je pense qu'on va y revenir assez largement. Red Bull, qui se passe pas très bien parce qu'en fait il arrive juste avant la signature d'Adrian Newey en tant que directeur technique et donc on l'envoie sur la NASCAR aux États-Unis. Le projet d'une écurie F1 aux États-Unis, ça c'était très intéressant, avec US Grand Prix sur lequel il est contacté pour y travailler, l'apport de Bernie Ecclestone aussi et des instances pour justement pousser le fait qu'une écurie américaine déboule en F1, ce qui n'était pas gagné, il l'a très très bien expliqué dans cette interview. C'est pas lui qui voulait Danica Patrick comme pilote à cette époque-là? C'est possible, je pense, pour des. Alors, Danica Patrick était associé en effet au projet US. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, il a fait partie du projet Mornay qui voulait introduire la première femme sur une saison complète. Il devait être le sauveur du SF1, ouais, voilà. Gunther. Avec justement le fait d'aller nouer des liens. Gunther. Au moment où c'est qui là? Danica Patrick. C'est celle qui se rend sur des GP dans des jets avec Donald Trump. D'accord. Okay. À l'époque, je savais qu'il était. À l'époque, il était pas premier degré à ce moment-là. Il y avait Léla Lombardie encore à l'époque aussi, mais je veux dire, c'est que dans l'ère moderne, on n'avait pas vu de femmes en F1, et c'était dans ce projet-là qu'une américaine aurait pu être au volant d'une F1 sur la grille. Et bon, effectivement, si la personne n'est pas forcément recommandable, c'est autre chose. Mais en attendant, il y avait ce projet-là, quoi. Exactement, il y avait ce projet-là. Coupé, excuse-moi. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Il y a le projet AS qui est en fait un projet, je vous ai mis d'assemblage, parce que l'idée c'était que Dallara fasse le châssis, l'idée c'était de reprendre des pièces à Ferrari. Il y a le partenariat aussi avec Ferrari. Moi, c'est une question que j'aurais adoré lui poser. Malheureusement, on a manqué énormément de temps parce que le partenariat AS-Ferrari est assez impressionnant. Et puis, la dernière partie, c'est la fin de l'aventure et justement, eh bien, la révolution AS, le fait que. Qu'est-ce qu'a pu insuffler à Yao Komatsu? Ça, on n'a pas pu en parler, mais on aura l'occasion, si on recroise Gunther, de lui reposer les questions. Qu'est-ce qui vous marque le plus, les gars, sur tous ces points? Alors moi, je voulais juste te rappeler un truc qui me manquait. Ouais. Oui, vas-y. C'est qu'on n'a pas eu le temps de le dire, mais dans le truc avec Ferrari, on n'arrête pas, enfin, en tout cas moi, je développe souvent ce truc de quand la Ferrari marche, la Haas marche. Oui. Et again, j'ai pas du tout de confirmation de ça, je constate juste des similitudes, des patterns entre les Grands Prix. Lui doit le savoir. Et on n'a pas eu le temps de poser ça, tu vois. Et bref, c'est un autre truc. Moi, ce qui m'a marqué, c'est à quel point il a bien voulu nous faire redescendre sur Terre, sur le côté, mais les gars, c'est fini, c'est pas un sport, c'est un business. Complètement. Et en fait, je pense qu'aucun directeur d'écurie en interview à la presse sportive, à l'heure actuelle, n'aurait les balls de dire ça. Quand on lui parle du projet Andretti, et qui dit mais tu peux pas te pointer en disant que t'es fort. Faut te pointer en ramenant quelque chose pour les autres à la soirée en fait. tu ramènes une bouteille. Bah voilà, t'as rien ramené. Tu vas pas jus d'orange évidemment. Toujours. Mais naturel et pressé s'il vous plaît. Et justement, il raconte comment lui a convaincu, parce que du coup la question c'était Gunther, vous êtes le dernier à avoir fait rentrer une équipe dans le club en Formule 1 sans en racheter une autre ni un renaming. C'est une nouvelle équipe, une nouvelle entité. Visiblement, certes, il n'y avait pas Liberty, mais comment vous avez fait? Parce que personne n'y arrive. Il faut soit racheter, et il dit, mais c'est normal, le gâteau, il a 10 parts, et vous voulez qu'on en crée une 11e? Non. Alors certes, il y avait une écurie qui disparaissait à ce moment-là, en 2016. Qu'est-ce qui disparaît? T'as toutes les
Non, attends. Non, c'est avant. Non, c'est avant. Ouais, les petites, c'est après 2013. Mais en fait, oui, mais ils sont 10 depuis un moment quand même. Je pense qu'il y a eu un remplacement de quelque chose. Mais bon, il n'y a pas eu un rachat. Non, il n'y a pas eu un rachat. Ouais. Il n'y a pas eu un rachat. Et il dit, mais non, mais grosso modo, je grossis le trait, mais il dit, mais moi j'en ai serré des paluches et j'en ai léché des... pour justement me faire accepter du club, que les gens sachent qui je suis. Parce qu'au final, lui, il avait une expérience en F1 en tant qu'ingénieur, mais derrière, quand il a fallu ramener le projet A, c'est dire, tu sais... Marussia. C'est Marussia qui sort. 2014, non? Manor Marussia, 2015, ils sont encore là. Ah, mais 2015, c'est encore là. Donc voilà, c'est ça que ça remplace. Mais du coup, c'est pas la même structure. Ouais. Avec Will Stevens, Roberto Meri et Alessandro Rossi. Ça, c'est du lait. Rossi. From USA. Rossi. Et du coup, ouais, ce côté... Et les gars, c'est comme ça. Et j'ai aimé le côté où il avait... C'est pas qu'il a pas honte de le dire, c'est qu'en fait, c'est normal pour lui. Et pour nous, ça l'est pas du tout. Complètement. Et pendant l'interview, le décalage de... Mais tu te rends compte que pour 90% des fans de Formule 1, ce que tu dis, c'est pas politiquement correct, presque. Ouais, voilà. Après, en fait, c'est la réalité. Et du coup, en fait, complètement. Moi, je suis pas en train de dire que j'ai pas trouvé le discours agréable. Non, bien sûr. C'est juste en mode... Mais on se rend pas compte de ça, parce qu'on nous vend autre chose. On nous vend des grands prix, des couronnes, du sportif. On nous vend plus de spectacles. Et lui, tu te rends pas compte de ce qu'on nous vend. Et nous, on se rend pas compte de ce que tu vis au quotidien. Mais concrètement, ce que tu nous dis là, mais même nous, qui sommes au courant quand même que c'est un business, tu vois. On était là en mode, ah ouais. Et c'est pas tant le discours. C'est la mise en situation. C'est la manière dont pour lui c'est normal. De me dire, ah ouais. Eh ben, bon, c'est dégueulasse du coup. Mais bon, spoiler alert, on vit dans un monde dégueulasse. Après, ça explique beaucoup de choses même. Petit rectificatif, parce que je me disais... C'est début 2015. Manor s'arrête en 2016 avec Ocon, et en fait en 2016 on a 11 écuries. Ah ouais, d'accord, ok. Ça m'était complètement sorti de la tête. Mais on a bien 11 écuries en 2016. Mais attends, c'était Marussia qui est devenu Manor, on est bien d'accord. Manor, c'est le moment où c'est... Tout à fait. Et du coup, 2017... Autorisé par Mercedes en 2016. 2017, la révolution faisant... la révolution aéro faisant, à mon avis, il n'y avait pas de Marussia. Il n'y a pas de Manor. Il n'y avait plus de 11e équipe. 2016, terminé. 2016, ouais. Ok. Complètement. On est d'accord. Hamza, qu'est-ce qui t'a marqué dans cette interview? C'est quoi le sujet qui a retenu un petit peu, on va dire, ton intention? Non, l'intelligence qu'ils ont eue, mais on le savait déjà chez As, de se poser la question comment entrer en Formule 1 en minimisant les coûts et en essayant de performer au plus vite. Donc ils ont eu cette intelligence de tout de suite s'associer, de tout de suite prendre un maximum de pièces pour performer. Donc oui, après, je sais pas si cette décision vient de lui ou des hommes qui l'a placé ou pas d'ailleurs. C'est son idée, dans le bouquin d'ailleurs, il explique en effet le côté assemblage, ouais, tout à fait. Exactement. Donc non, ça a été plutôt malin, et c'est ce qui a permis, dès le premier Grand Prix, Grosjean, Australie, de faire comprendre au monde que As, à l'époque en tout cas, avait un projet pour la performance en Formule 1 et pas seulement un projet de figuration, ce qui n'a plus été le cas les années suivantes. Maintenant, encore une fois, moi j'ai envie de savoir comment il explique cette saison 2024 sans lui. Parce que je ne peux pas quand même croire qu'il ait zéro influence sur la performance en 2024. C'est vrai. Mais en même temps, je suis obligé de constater que depuis son départ, la saison dernière, ils étaient au fond du trou. Alors ça allait toujours mieux parce c'était quand en 2021, la saison où ils sont ridicules, où on est oui, tout à fait. F2 Mazepin, Schumacher. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'ils reviennent de loin, donc encore une fois, ils étaient mine de rien en progrès. On a vu mais un grand prix Mazepin, les gars. Ils détestent le progrès grâce aussi au talent des pilotes. Ou est-ce que quand même du côté de l'écurie, ça allait mieux? Est-ce qu'on parvenait? C'est sur cet aspect sportif immédiat presque, et je n'arrive pas à me détacher de cela. Mais après, la manière dont lui s'est bâti pour arriver dans ce monde-là et dans cette Formule 1, c'est admirable. Ouais. Mais je pense que tous ont une histoire finalement plus ou moins semblable. Comme le dit Hamza, il faudrait qu'il nous en parle lui, parce qu'au final, ce serait bête et méchant d'estimer qu'il a eu un impact néfaste, tu vois. Mais je pense que l'impact sur la voiture de cette année, il est non négligeable. Et on peut pas dire qu'il y est pour rien. Et aussi que, on va dire, les cercles vertueux créés cette année, on peut aussi dire, normalement, c'est dû à un renouveau. Mais est-ce que c'est un renouveau qui était nécessaire, peu importe l'homme, ou est-ce que c'était un renouveau nécessaire parce que Steiner était devenu néfaste pour cette écurie? J'en sais rien, mais en fait, il y a plusieurs choses à analyser. Et je pense que, par exemple, le fait que la voiture commence à se développer dans le bon sens,
C'est la première fois que ça arrive dans l'écurie et c'est la première fois qu'il y a un changement de directeur d'écurie. Bon, effectivement, tu peux mettre en corrélation des choses. Mais c'est aussi la première fois depuis longtemps que la Ferrari se développe bien en saison. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Je pense qu'encore une fois, Komatsu a ses forces et faiblesses, Steiner a ses forces et faiblesses, mais que dans tous les cas, il n'est pas Horner dans la froideur de gestion, par exemple. Et que du coup, peut-être qu'il y avait besoin d'un renouveau si ce projet voulait perdurer et ne plus uniquement figurer. Mais je trouve ça un peu dégueu à chaque fois que des performances arrivent et qu'on les lit tout de suite. Un changement de C'est un peu ta théorie du changement d'entraîneur dans le foot, quoi, que tu peux pas transposer aujourd'hui en Formule 1. Mais en fait, ce sont des profils tellement différents que je ne peux pas m'enlever de la tête l'idée que la politique actuelle 2024, elle est liée au changement d'homme. La politique, c'est un ingénieur. Oui, la voiture. Oui, mais la politique. Mais on avait dit pareil de Binotto, c'était un ingénieur et au final ça avait merdé, tu vois. Oui, mais pour revenir à ce que tu disais, c'est pas un manager. Pour revenir à ce que tu disais il y a une dizaine de minutes, tu disais un homme lorsqu'il quitte la F1, on ne doit pas le juger sur sa période d'activité, mais aussi sur l'héritage, l'année plus 1 ou l'année plus 2. C'est aussi valable du coup pour Binotto. Oui, bien sûr, mais au niveau voiture. Au niveau voiture. Moi, par exemple, ce qui arrive à insuffler Fred Vasseur en termes de sérénité d'équipe, tu le ressens sur les arrêts au stand, tu le ressens sur la communication non verbale, tu le ressens sur les stratégies, la manière de gérer les choses. Exactement. Mais pour le coup, la différence, c'est que Binotto, à part une voiture performante en 2022, n'a rien fait avec Ferrari. Et c'est aussi un message, c'est qu'en fait, aujourd'hui, pour performer en Formule 1, la monoplace est une partie fondamentale, mais ce n'est pas la seule composante nécessaire pour performer en Formule 1. Et les pilotes non plus, c'est-à-dire qu'en fait, il te faut un staff énorme, tu vois. Ou pas, mais un staff performant et à qui tu vas donner les clés pour travailler dans les meilleures conditions. Oui, un préparateur physique. L'exemple Vasseur, c'est le meilleur exemple sur Ferrari, les arrêts au stand de la première année de Vasseur. Oui, mais les préparateurs physiques au foot, par exemple, on en parle très peu, mais au final, tu as peut-être 200 préparateurs physiques en F1, du coup, pour la voiture. Et ces 200 mecs-là, il faut que ça soit bien dans leur tête. Ce qui est intéressant aussi dans tout cet aspect assemblage de Haas, on lui pose la question, on lui dit mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est la bonne manière d'arriver en Formule 1 ? Il dit à l'époque c'était la meilleure manière, aujourd'hui ce serait une erreur. Et quand on voit l'évolution du projet Haas avec le partenariat avec Toyota qui pour le moment reste un petit peu flou, quand on voit l'évolution justement de cette écurie, on a l'impression que quelque part le projet Haas risque de changer dans les jours, dans les semaines à venir, les gars. Je pense que dans tous les cas, avec un changement de manager, et surtout le manager originel de cette écurie, il faut qu'il y ait un changement de politique. Et en même temps, est-ce que les espoirs de Gene Haas ont été atteints sous l'ère Günther Steiner ? Je pense pas. Je pense qu'il a entrevu des signaux. Je pense que Haas, un peu tel... Alors, encore une fois, désolé Günther si jamais... tu regardes cette émission. Déjà, si tu comprends le français, ça fait déjà 2 problèmes. On lui doit des cours, il parle. Mais moi, tu vois... oui, c'est vrai, il nous a dit ça. Je le comparais un peu à Jos Capito. Dans ce côté, je pense par exemple, c'est un très bon pompier. Si on le devait comparer à un truc de football, tu vois. Mais je pense Pascal Duprat. Oui, mais un peu. Mais en fait, je pense que c'est un très bon meneur d'hommes. Ouais, mais bâtisseur quand même. Bâtisseur, non ? Bâtisseur, mais derrière, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui prend des décisions nettes et claires d'un coup, mais qui pour autant, en fait, ça va peut-être être compliqué sur le long terme. Alors, je pense qu'il aura laissé des bons souvenirs à tout le monde, mais qu'à un moment donné, il aura aussi peut-être exaspéré tout le monde. Parce que c'est quelqu'un, quand même, que justement, dans un paddock très politiquement correct, sur beaucoup de trucs, je pense que lui détonne. Enfin, encore une fois, je sais pas si Toto Wolff parle de la même manière à Lewis Hamilton que lui parlait, c'est pas les mêmes pilotes, tu vas me dire, à Kevin Magnussen et à Romain Grosjean. Tu vois ? Donc, je pense qu'il a pas peur de dire les choses telles qu'elles sont et qu'il y a des caractères avec qui ça marche pas. Donc, je vais peut-être plus prendre Mourinho que Duprat. Parce que Mourinho bâtit quelque chose quand même. Ça finit toujours par gangréner, mais ça bâtit à un moment donné quand même. Mais ce qui m'impressionne, c'est le côté, je te dis, bâtisseur, entrepreneur en fait, parce que le tour de force qu'il arrive à faire, moi, c'est ce qui m'impressionne le plus quand tu te remets dans le schéma de Günther Steiner, quand il participe au début au projet USF1, ça paraît impossible qu'une écurie américaine arrive en Formule 1, les Américains n'en ont rien à faire de la Formule 1. Il y a personne, il y avait un Grand Prix de Formule 1 à Indianapolis où personne ne se rendait, où il y a vu le fiasco notamment avec l'épisode Michelin. C'est vrai que c'est un tour de force extraordinaire et aujourd'hui, même si ça lui a coûté beaucoup d'argent à Gene Haas, a quand même le popotin assis sur un tas d'or quelque part. N'est pas Niki Lauda qui veut, mais en attendant, il a appris à bonne école, Günther Steiner. Ouais. Et je pense que sa rencontre avec Niki Lauda, elle a
beaucoup façonné sa manière de conduire ses affaires. Parce qu'au final, c'est à peu près la même manière. Certes, avec pas forcément la même réussite et la même froideur tout le temps. Parce qu'il y en a un qui est marrant et l'autre non. Mais il le dit, moi, mon idole de toujours, il dit, je suis Sud-Tyrol. Sud-Tyrol, c'est quasiment s'il est autrichien. C'est juste pas la bonne nationalité, mais concrètement, bah si, ma famille est du Sud-Tyrol à un endroit, donc t'as vu ma tête? Bon. Attention. Non, Précision diplomatique. Et vite arrivé. Quoi que je revendique le Sud-Tyrol, je veux dire. Non, mais de toute façon, il a un accent italien. You fair, Ramani. Non, ça a été son idole, et je pense qu'à mon avis, la manière dont il a appris à être un homme d'affaires, ça a été en regardant Niki Lauda. Donc, et en plus, sa première expérience dans ce monde-là, c'est avec Niki Lauda. Donc, à mon avis, oui, encore une fois, t'es pas aimé par tous, mais par contre, t'es respecté. La seule différence, c'est que Niki Lauda, lui, il avait un palmarès avec lui pour créer une aura qui faisait que tes décisions, elles seront toujours acceptées quoi qu'il en coûte. Ce qu'il n'a pas Gunther Steiner. Donc, en fait, tu peux pas forcément appliquer des décisions de très très strictes si derrière t'as pas l'aura qui va avec. Notamment Lewis Hamilton qui regarde Niki Lauda en mode oh, ce mec-là est quadruple champion du monde, il a failli cramer, etc. Gunther Steiner, il a beau appliquer un charisme, il a beau appliquer tout ça, effectivement, il va manquer cette étincelle de respect vis-à-vis de gens fait la même discipline, etc. etc. Moi, ce que je trouve aussi, tu parlais de ce passage sur Jaguar, on aura sans doute l'occasion de vous raconter l'histoire Jaguar dans quelques années, dans quelques temps, le jour où on aura l'occasion de faire une émission là-dessus. Mais il en est question en fait dans cette interview, et il y a quelque chose moi sur lequel je suis allé me documenter après ce bouquin, après cette interview. Et je trouve que ça dit beaucoup de choses sur le profil de personne qu'est Gunther Steiner. Et à l'époque, il est recruté pour être directeur technique de Jaguar. Mais en fait, la vraie mission que Niki Lauda lui demande, c'est de rationaliser les coûts. Parce que lorsque Jaguar arrive en Formule 1, il craque un billet pas possible. Il donne un salaire de champion du monde à Eddie Irvine. Tu as tous les meilleurs ingénieurs qui viennent chez Jaguar. Bref, ça coûte énormément d'argent et il y a absolument aucun résultat. Tout ça pour être racheté par Tata. Après, ouais, tout ça pour être racheté par Tata derrière, tu vois. C'était pas Jordan qui avait été. Ah bah si, mais je suis bête. Oui, non mais c'est la suite. Mais bref, tout ça pour dire que la mission que lui donne Niki Lauda à l'époque, en qualité de directeur technique, c'est de rationaliser les coûts. Et je trouve que ça dit beaucoup en fait sur quel est le vrai profil de Gunther Steiner en fait. Quand on remonte le fil de sa vie, de sa formation et de l'exercice de son métier, en fait c'est un businessman en fait avant d'être un ingénieur, un patron d'écurie, un mécanicien comme il a pu l'être par le passé. Ça c'est plutôt intéressant. Un mec passionné qui a dû faire des choses non passionnantes. Exactement. Et qui s'est fait par lui-même. Développer des projets. Mais par contre, vas-y Hamza, je t'écoute. Non, mais en fait l'intelligence de ces hommes-là justement, c'est de savoir rester aussi à leur place. T'es businessman, tu nommes les bonnes personnes, les personnes compétentes au bon poste. Possible success story. Possible. Tu t'offres les possibilités qu'il y ait un succès derrière. Par contre, si toi, businessman, tu veux prendre des décisions sur des domaines de compétences justement, que peut-être tu ne maîtrises pas, il y a de grandes chances que ça floppe. Vous vous souvenez de la phrase de Jean-Luc Roy à propos de Mattia Binotto, c'était au débrief du Grand Prix de Hongrie 2022 où Ferrari avait fait une catastrophe à mettre les pneus durs à Charles Leclerc. Oui, le 28 juillet 2022, il avait prononcé à 10h48 ses propos. C'était le 30 juillet 2022 d'ailleurs. Il y a des centièmes sur l'aéro, il y a des dixièmes dans le moteur et des secondes à aller chercher dans le pneu, c'est ça ? Non, il avait dit Mattia Binotto a atteint son seuil d'incompétence et c'est pas sa faute, on peut pas lui reprocher. Ça veut dire qu'en gros, tu montes et à un moment donné, en fait, c'est plus fait pour toi. Je dis pas que c'est le cas de Gunther Steiner. Il avait dit pareil, je crois, sur Bruno. Ouais, non, c'était celui d'avant, Laurent Rossi. C'est Laurent Rossi. Du coup, je me demande si c'est Binotto. Je crois que c'était sur Laurent Rossi. Mais en fait, je sais qu'il a dit un truc comme ça sur Ferrari. Mais bref. Interview avec toi d'ailleurs. Destin croisé. Mais tu vois, ce côté-là, c'est qu'en fait, le gars a peut-être à un moment donné eu un costume qui était moins fait pour lui. Parce que, quand même, je pense que dans Netflix, il fait beaucoup l'acteur. Mais qu'il y a quand même des trucs un peu vrais. Genre, tu sais, les pics qui balancent devant tout le monde, les trucs comme ça. Je pense que c'est du vrai, ça. Quand t'as un mec comme Romain Grosjean qui a dû aller aller faire des thérapies après Belgique 2012 parce qu'il a failli décapiter 2 pilotes et que tu balances des petites pics comme ça à travers, peut-être que justement, c'est pas la meilleure manière de manager. On sait pas. Mais du coup, effectivement,
la récompense par promotion, on est peut-être néfaste. En tout cas, ce gars-là, effectivement, a été fort sur un point, c'est de rendre beaucoup de choses rationnelles. Alors évidemment, c'est pas forcément très glam, c'est beaucoup plus stylé d'entendre une histoire à la Williams, grossir, devenir un empire, etc. En attendant, lui, il a su faire de la Formule 1 avec 200 millions d'euros. Et il y en a un qui a réussi à faire une tour de 300 mètres au 19e siècle. C'est pas celui qui faisait les plus belles. C'est Gustave Eiffel et il l'a fait à bas coût. Je parle pas en Azerbaïdjan. Mais il l'a fait avec un budget 5 fois moins élevé que tous les gros promoteurs qui proposaient quelque chose pour l'exposition universelle. Et ben c'est pareil. Avec Gunther Steiner, c'est le mec qui dit écoutez, vous voulez faire de la Formule 1, moi je vous la fais à 200 millions. Les autres ils vont vous proposer ça, alors que c'est une galère, c'est 500, c'est 600. Bah voilà, il est bon pour ça. Et purée, qu'est-ce qu'il est froid et rationnel. Et dans le bouquin, et dans l'ITV. Complètement. Et dans sa carrière, in fine, quand on remonte le fil. Dernier point sur lequel j'ai envie de vous relancer, les gars. C'est sa dernière réponse sur Romain Grosjean. Parce que, mais alors moi ça m'a... Non mais c'est vrai que ça m'a... Il est là. non. Il est là. Qui trouve dans les commentaires qu'il y a réellement une ressemblance? Personne. Ça n'a aucun sens. Déjà, je cligne des yeux déjà. Ça fait une grande différence. Je souris pas tout le temps. Et je souris pas tout le temps, même si c'est vrai que je souris assez souvent. Il y a une chose assez intéressante sur Romain Grosjean. Rappelez-vous les gars, en 2019 ou 2020, on a fait une émission sur Romain Grosjean. Sur le côté, les deux aspects de Romain Grosjean. Où je me rappelle que sur ce plateau, vous aviez dit c'est un pilote très rapide qui a la vitesse d'un champion du monde, mais dont la fiabilité, entre guillemets, lui fait une sorte de plafond de verre qui lui permet pas justement d'atteindre ce niveau, cette caste. C'est la réponse de Gunther Steiner d'ailleurs. Est-ce qu'en fait, il n'y aurait pas une similarité entre Grosjean et Norris? Oh là là. Alors, Norris, tu ramènes Norris sur le tapis? Non mais je sais pas, là ça me vient. Norris, il lui reste encore quand même pas mal d'années. Mais je trouve que le constat, en fait, il est similaire pour les deux. Ah ouais? Bah je te dis que dans l'interview réseaux sociaux, Gunther Steiner a dit que selon lui, le prochain champion du monde... Elle est dans l'interview, on l'a gardé dans l'interview. Bah, selon lui, le prochain champion du monde est Lando Norris. Ouais. Donc il n'est pas d'accord avec toi. Il a le droit de se tromper. et toi non. Voilà. Non, mais pour revenir à Romain Grosjean, c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit dans les bons jours, il a la vitesse d'un champion du monde, mais dans les mauvais jours... On dirait la phrase de Sainz. Ouais, c'est vrai, c'est la phrase de Sainz inversée, quoi. Ça, on le disait déjà il y a quelques années. Hein. C'est que, en fait, c'est indéniable. Dans ses bons jours, et il nous l'a montré. Est-ce que t'es passé à côté d'un potentiel champion du monde français? Peut-être pas. Moi, j'aurais tendance à dire que non, parce qu'à partir du moment où il a montré ses qualités, justement, mais que, comme tu le dis, son plafond de verre, c'est justement cette fiabilité. Ce qui te permet de régner au haut niveau, c'est la fiabilité, c'est la régularité. Si tu ne l'as pas, c'est facile de dire oui, j'ai la vitesse. Oui, effectivement, tu l'as la vitesse. Tu nous l'as montré. T'as montré que chez Lotus, t'avais... Et encore, à l'époque où il avait une voiture, il avait un avion de chasse, il avait évidemment Mercedes. Il a eu 6 mois, mais il n'a pas gagné. Tu vois, Raikkonen a gagné. Lui, alors, il y a eu une fois où c'est vraiment pas de son fait. Hein. Oui, non, mais si tu veux, mais je veux dire, ça fait partie... J'ai pas de regret, en fait, moi, sur la carrière de Grosjean. Non, mais... Je me dis pas, on est passé à côté de quelque chose. Mais c'est vrai que quand tu vois une année comme 2021... Tu te dis, il n'y en a pas un qui a lâché quoi que ce soit pour au final arriver au dernier Grand Prix, au dernier tour et avoir une décision de la FIA qui décide. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été 21 courses de pur acharnement et je ne vais rien lâcher en fait. Si effectivement tu as un coup d'éclat de temps en temps, bah, tu le vois le talent, oui. Mais on l'a toujours dit dans cette émission, le talent brut, il est assez facile à montrer pour beaucoup de pilotes. La stabilisation au haut niveau, c'est le plus dur et c'est là où on a le plus d'étoiles filantes, notamment Sergio Pérez, notamment Valtteri Bottas. Il y en a plein. T'as conscience qu'il moisit notre émission quand même, ce gars. Il l'a moisi. Il prend du Roquefort, il balance comme ça. T'aimes pas le Roquefort? Si. Enfin, je suis savoyard, je mange d'autres types de fromage. Mais le mec, il balance le Roquefort comme ça sur la table, il fait ah, vous avez vu, ça pue, les gars. T'es vraiment insupportable. Non, mais c'est intéressant. Mais je t'aime, hein, vraiment. C'est intéressant dans la perception. En tout cas, bah oui, comme d'hab. C'est intéressant dans la perception des qualités, en tout cas, d'un pilote, comme tu dis. La vitesse ne suffit pas. La vitesse ne suffit pas et c'est quelque chose quand même qui est assez important. Voilà, les amis, en tout cas, pour cette petite vidéo, la Formule 1 revient, triple header. On devrait avoir un champion du monde lundi, normalement. Mathématiquement, c'est encore possible. Ouais. De toute façon, Brice nous disait il y a 6 mois que il allait le faire. Il allait le faire. Roquefort. Alors, t'es Roquefort. Il va te eat Roquefort. Il t'a mis 2-3 morceaux de Gorgonzola si jamais t'étais en galère. Sans filtre, mon incroyable décennie en Formule 1, Gunther Steiner. Donc ça, c'est aux éditions Talent Sport. Franchement, on vous le conseille. C'est pas parce que Philippe nous a mis sur la route de Gunther Steiner qu'on vous le conseille. Le bouquin est vraiment cool. Franchement, vous passez un bon moment. Les fêtes arrivent. Si vous avez besoin justement de digérer votre dinde ou autre chose tranquillement au chaud devant la cheminée,
ça va vous faire marrer, vous allez passer du bon temps. Et puisque Noël approche et qu'on aime beaucoup les livres, et bien chez Talent Sport, il y a pas mal de belles sorties. Il y a aussi également Formule 1 75, écrit par notre ami Emmanuel Touzeau, préfacé par Mika Hakkinen. Ça, c'est balèze. Ça, il faut dire bravo. Va falloir nous expliquer comment t'as fait, Manu. Et voilà, et ça, c'est bravo. L'autre Manu, exactement. Et parce qu'il ne chôme pas, Emmanuel Touzeau. Exactement. Voilà. Parce qu'il ne chôme pas, il y en a un deuxième. Le tour du monde des circuits d'exception. Il y a des super belles photos, par contre. Il y a des très belles photos, ouais. Tout à fait. J'ouvre au hasard. Tout à fait. Bah, bien évidemment, je tombe sur le NURB. Regardez-moi ça, vous n'avez pas envie d'aller. Vous n'avez pas envie d'aller avec votre Golf GTI 4 qui a 170 000 bornes, vous ruinez le pot d'échappement là-bas. Voilà. Ou en Vélib. Ou en Vélib, si vous voulez. Non, c'est une autoroute. Le Nürburgring est-tu considéré comme une autoroute en Allemagne? Une autobahn, comme tu dirais toi. Si on avait un Nürburgring ici, peut-être que Hidalgo nous permettrait d'aller en vélo. Et seulement en vélo. Voilà. C'est comment la ZTL, c'était le dernier tir. Voilà les amis, en tout cas, pour les bouquins, puis si vous voulez un bon bouquin de photos sur l'histoire de la Formule 1, la F1 en 80 tours est aussi un excellent bouquin à aller retrouver en librairie. Mais on peut encore le trouver? Je sais pas. Il a été aux enchères. En fait, c'est sur eBay, il y a des petits malins sous blister qui s'amusent à le vendre à un prix pas possible. Moi, j'ai fait partir le mien à 1200 € sur eBay et l'acheteur il s'appelait Alain.P42. Je sais pas. Mais en plus, t'avais une dédicace, donc c'est pour ça que ça a dû. Pourquoi t'as pas compris Ouais, Alain.P42. P42. Merci, mais je cherchais. 42, c'est un chemin. Il est de là-bas. Ouais. Et Saint-Etienne, dis donc. Allez, les Verts, on a gagné le derby. Voilà les amis, pour cette petite émission, on revient avec du sport, on revient avec de la compétition dès ce week-end sur les antennes de Winamax bien évidemment, et puis dès lundi prochain pour une émission des Pistonnés, le débrief. Puis derrière, on est parti pour 3 semaines. Merci les gars, merci à vous. Comme on dit à Vegas, arrivederci. Meilleure manière de finir cette émission, salut. Arrivederci.